Bienvenue à l'apéro sexo. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce nouveau podcast. Il s'intitule Ma méthode. Donc j'espère que tu es bien installé et que nous allons passer un sympathique moment ensemble. L'objectif de ce podcast est de t'expliquer un petit peu les théories que j'ai, les méthodes et comment je travaille avec les participants et les personnes qui me consultent. Alors, avec quel type de personnes je travaille? Donc je travaille surtout avec les personnes qui aimeraient mieux se connaître, approfondir leur connaissance sur les différents plaisirs ainsi que sur celui de leur partenaire. Et quand je dis mieux se connaître, je parle souvent des femmes, parce que je ne sais pas pourquoi, quelle croyance on a depuis notre éducation, c'est que si je n'ai pas de plaisir ou si je ne sais pas jouir, ou etc., je vais trouver l'homme qui va me faire découvrir. Non. Je suis désolée voilà. Ça ne marche pas comme ça. L'homme n'est ni médium, et puis la femme non plus d'ailleurs, parce que ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que c'est une croyance très très féminine que l'homme va nous révéler nos plaisirs, bla bla bla. Non. Il faut d'abord se connaître, reconnaître son corps, reconnaître ses plaisirs, ces zones, et après pouvoir guider notre partenaire. Et avec un partenaire ça sera comme ci, avec l'autre ça sera comme ça, et c'est très bien ainsi parce que justement chaque rencontre ou chaque couple, comme je le dis, va être un univers, parce que pour moi chaque personne est un monde, et un monde en perpétuelle évolution. Et chaque couple est un univers qui se crée, qui se modifie, euh, qui croît, qui décroît, et bien sûr, aucun problème. Simplement, on communique en tenant compte de l'autre, et on ne veut pas perdre l'autre, parce que plus on y tient, plus on a peur de le perdre. Et c'est là où tout commence à se compliquer. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit, alors je me trompe peut-être, mais c'est ma théorie, c'est ma philosophie. Voilà. Donc, pour mieux t'expliquer, je vais essayer de théoriser ça par des zones. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 zones. Donc, la zone de confort. Qu'est-ce qu'une zone de confort? C'est la zone où on fait l'amour de manière habituelle, confortable, qu'on maîtrise, on est certain que l'autre va trouver son compte, et soi-même aussi, et ça se passe très bien. De temps en temps, on fait une petite variante, voire même plusieurs, on s'éclate, et on est confort, on ne se pose pas de questions, on fait ça sachant qu'on va passer un bon moment, point barre. Après, il y a pour moi les zones possibles, c'est-à-dire des fantasmes qu'on pourrait éventuellement tenter, qui seraient envisageables en tout cas d'essayer une fois, ou pourquoi pas plus, et qui peut-être ne t'est pas venu à l'esprit, mais maintenant qu'on te le propose, ça te dit pas plus que ça, mais pourquoi pas, t'es pas fermé, et si ça fait plaisir à la personne que tu aimes, tu serais même peut-être disposé à y aller, et ouvrir ton esprit, ta sexualité, ton champ des possibles. Voilà. Mais, il y a toujours un mais, il y a la fameuse zone, la zone interdite. Et là, c'est là où les Athéniens atteignirent, c'est-à-dire que inconsciemment, tout le monde sait que si on touche cette fameuse zone interdite, c'est mort. Alors quand je dis c'est mort, c'est pas une image, c'est-à-dire que la relation ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire que si on demande à la personne aimée, enfin à la personne désirée, ou la partenaire, peu importe le partenaire, si on demande cette chose, et que cette chose fait partie des zones interdites de la personne, elle ne nous regardera plus jamais comme avant.
Alors pas parce que c'est interdit, pas parce que c'est illégal, c'est juste que pour elle, c'est inconcevable d'imaginer une sexualité en faisant ça. Alors quoi ça peut être plein de choses, hein. Ça, ça peut être l'uro, ça peut être avoir des sexualités ouvertes, ça peut être la sodose, peu importe, hein, même une fellation, ça peut être dans une zone interdite. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas et qu'on aime la personne, eh ben, on s'autocensure parce qu'on ne veut pas la perdre. On est prêt à sacrifier tout le champ des possibles qu'on nous-mêmes on pourrait faire ou que l'autre pourrait faire pour ne pas aller vers cette zone où inconsciemment ou parfois consciemment on sait qu'il n'y a pas de retour possible. Donc souvent dans mes consultations de couple, ce que je fais c'est que je fais un peu l'inventaire du champ des possibles de chacun et je propose des travaux pratiques, on va dire, des devoirs, ou comme vous voulez appeler ça, peu importe, ou des recettes, parce que j'aime bien ces métaphores, je t'en parlerai plus tard, mais je propose des recettes pour qu'on puisse ouvrir ce fameux champ des possibles et pas tourner en boucle au bout de 10, 15, 20 ans, ça devient un peu routinier et pas très stimulant. Et donc, ouvrir ce champ des possibles en toute sécurité, sachant que moi, je vais proposer aux deux des choses où on ne va jamais aller dans cette fameuse zone interdite. Voilà. Et donc, tout en préservant cette sécurité, on va essayer de voyager un peu dans le champ des possibles. Alors peut-être qu'après, le couple continue ou pas, ça lui plaît ou pas. Mais quoi qu'il en soit, quand les deux sont disposés à voyager là-dedans, et qu'en plus ils viennent me voir les deux, c'est que moi j'ai cette croyance que c'est déjà la moitié de gagner parce qu'en fait ils ont très envie tous les deux de découvrir et de faire évoluer leur relation. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place pour travailler là-dessus. Donc je pratique depuis quelque temps les apéros sexos, donc il n'y a aucune pratique comme tu peux t'imaginer, hein. Mais c'est très sympa, moi je trouve ça très sympa et les retours que j'en ai apparemment ils sont assez du même avis. Et alors il y a un petit moment au départ où je fais une petite théorie avec un peu d'historique, un peu de connaissances, hein. Bon, pas trop long parce que il n'y a pas non plus matière. Enfin, il y a beaucoup de matière, mais je veux dire, je ne veux pas faire un cours didactique, etc. En revanche, après, on échange sur le thème en question de l'apéro et ça ouvre la fenêtre à d'autres demandes d'apéro, à d'autres thèmes et c'est assez sympa. Et les gens sont beaucoup plus ouverts une fois que on a parlé de sexualité de manière un peu comment dire, théorique, pro. Et après, les gens sont tout à fait à l'aise pour pour déjà poser des questions concrètes sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils imaginent. Et puis après, les participants, la plupart, partagent leurs expériences, leurs idées, parce que j'ai pas la science infuse, hein, j'apprends tout autant de mes participants que de mes bouquins et de mes formations. Voilà. Ensuite, là maintenant, comme tu peux voir, je fais ces podcasts. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que parler toute seule à un micro, c'est pas si simple pour moi, mais c'est sympa. Et ça me donne l'occasion de ne pas être interrompue, ce qui n'est pas plus mal, tout compte fait. Après, ce qu'il y a, c'est que je donne aussi des formations soit universelles, soit spécifiques. Donc, je t'invite à voir de quoi il s'agit sur mon site. Hein. Donc, Elga Coaching, HELGA-COACHING.ch, car je suis en Suisse. Et donc, dans ces formations, il y a plusieurs thèmes abordés. C'est des groupes d'une dizaine de personnes la plupart du temps. Après, il y a aussi des interventions en institution, mais là, c'est différent. Donc, c'est soit dans des écoles, dans des OMS, dans des associations
etc., de parents d'élèves ou comme ça. Et puis, je fais des consultations par Zoom. Eh oui. Donc, pourquoi par Zoom? Parce que déjà, ça m'évite d'avoir un cabinet. De plus, ça m'évite aussi certaines situations désagréables où je me retrouve face à des personnes qui n'ont pas bien compris le principe de mes consultations et qui confondent. Mais bon, ils ont le droit, hein, mais je préfère être tranquille derrière mon écran. Et ça, en fait, ça a commencé lors du confinement et au début, j'étais très, très contre ce système. Et tout compte fait, dans ce domaine-là, je trouve que les gens sont nettement plus rapidement à l'aise. Ils sont chez eux, ils sont tranquilles, en couple des fois, dans leur maison, dans leur appart, etc. Il y a même certains avec leur portable, ils m'amènent dans leur chambre, bon, habillés, hein, on s'entend. Mais voilà, ils me baladent dans la cuisine, ils me baladent dans le salon. Voilà, ils sont très à l'aise et ça crée ouais, j'ai l'impression de les connaître un peu mieux, de voir leur entourage, leur mode de vie, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis comme ça, il n'y a pas besoin de se dépasser, de se parquer, et ça ouvre le possible à plus de personnes qui sont loin de Genève. Après, j'ai aussi fait une formation pour des thérapeutes en thérapie narrative pour les couples hétéros. Et voilà. Donc, j'ai fait pas mal de propositions différentes de formation et de façons d'échanger sur ce thème qui me passionne. Alors, j'aimerais te parler maintenant de quelles sont les techniques que j'utilise et quelles sont mes façons de travailler. Donc, la première, c'est le coaching. Alors, le coaching, ça a été vraiment l'explosion il y a une vingtaine d'années. Là, on avait des coachings pour tout, hein. Ah là là. Alors, de comment ranger, de comment plier son linge, de comment draguer, des coachs enfin, je crois de tout, hein, parce que d'abord, au départ, c'était des coachs de sport. Et puis après, on a dérivé ça un peu pour tout et n'importe quoi, des coachs de vie, bien sûr. À la base, coach, ça vient du mot cocher, hein, donc ça vient d'un mot français. C'est un peu rigolo. Donc c'est une calèche, hein, coche. Et c'est pour arriver à destination. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif et que grâce au coaching, on va atteindre l'objectif d'un endroit à l'autre et il va y avoir des étapes. Donc le coaching, c'est ça. C'est un mot qui fait qu'on accompagne, on amène la personne là où elle veut aller, comme un taxi. C'est pas nous qui décidons où elle va. Et par contre, c'est nous qui lui donnons le moyen d'y arriver en suivant les étapes nécessaires. Et surtout, en évitant les obstacles et en allant vers des endroits sécurisés et confortables pour la personne qui est coachée. Donc ça, je l'utilise régulièrement, plus ou moins directement, et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Puis sinon, j'utilise depuis quelques années la thérapie narrative que j'ai apprise lors d'une formation chez Relance Narrative. Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse thérapie narrative? Donc l'idée, c'est que chaque personne a décrit son problème par un scénario dominant, c'est-à-dire qu'il raconte son histoire positive ou négative, et il la raconte un peu toujours la même chose et il crée sa propre réalité. Donc l'idée, c'est d'encourager la personne à adopter des perspectives alternatives à travers la déconstruction. Bon, il faut faire attention à ce mot parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, mais la déconstruction du récit actuel, c'est-à-dire que essayer de le raconter d'une autre façon, de le voir d'une autre façon afin de le ressentir et de le vivre d'une autre façon. D'accord? Donc, en fait, en tant que thérapeute, on essaye de trouver un récit qui est plus utile, plus satisfaisant, surtout plus valorisant, et où il prend l'expertise de sa vie et il fait,
non seulement il est l'expert, mais c'est lui qui décide. Il est plus victime de sa vie, mais il est le scénariste et c'est lui qui décide comment il va vivre ce qu'il a vécu, enfin comment il va l'intégrer. Et son problème, c'est lui qui va le raconter d'une manière qui soit plus valorisante et moins fragilisante pour lui. Voilà, enfin, ça c'est en très gros. Je te laisse aller voir sur mon site. Hein, il y a peut-être une meilleure explication avec plusieurs points plus techniques, on va dire. Mais j'avoue que j'aime bien cette idée de raconter autrement, que la personne se raconte autrement, utiliser des métaphores, de quelque chose qui lui plaît et identifier ce qu'il vit à d'autres situations, des autres situations qu'il a vécues, qu'il a surmontées, et lui permettre de justement prendre le lead de tout ça et reprendre l'empowerment, là, je sais pas comment ils disent ça, mais enfin bref, moi je trouve ça très riche et très facile d'accès, je trouve que ça va très vite, c'est ce qui me plaît dans ces deux enfin de ces deux méthodes. Moi ils n'aiment pas qu'on appelle ça des méthodes, mais bon, je sais pas comment les appeler. C'est que c'est assez rapide quand même, il n'y a pas besoin de 15 ans de thérapie pour avoir des résultats et pour ressentir les effets sur la personne et dans sa vie. Voilà. Donc, ce que j'utilise beaucoup, c'est aussi ma fameuse théorie des zones. Hein. Donc, la fameuse zone confort, la zone des possibles et la zone interdite. Donc, trouver ces fameuses zones, un champ des possibles le plus ouvert possible et respectueux des deux personnes. Alors une autre technique que j'utilise beaucoup et qui me convient bien et qui a vraiment un effet chaque fois surprenant et satisfaisant pour moi, c'est l'analogie avec la nourriture. Donc je compare souvent la sexualité avec des recettes, hein, c'est-à-dire que on n'aime pas tous les mêmes choses et pas tous on aime le salé, pas tous on aime le sucré. Il y en a qui mangent des insectes, il y en a qui mangent du cheval, des escargots, il y en a qui sont végétariens, voire véganes même. Donc il y en a qui mangent de tout avec délectation, il y en a qui mangent n'importe quoi, voilà. Tout est respectable à partir du moment où on ne fait pas manger quelque chose que l'autre n'aime pas. Voilà, en gros. Et c'est vrai aussi que si on mange toujours la même chose, on risque de s'ennuyer. Et si on mange tout le temps, tout et n'importe quoi, c'est pas bon non plus. Donc, j'aime bien cette association. Et plus on mange, plus on a envie de manger. Moins on mange, moins on a envie de manger. Euh, dans la pièce de théâtre, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, on trouve cette analogie aussi avec le fast-food, le fait maison et la la gastronomie. Donc j'aime bien, voilà, il y a des épices qui vont bien avec du sucré, il y en a d'autres qui vont bien avec le salé. Des fois, il y a des choses qui sont incompatibles et qu'on imaginait bien ensemble et pourtant ça ne fonctionne pas. Et puis, par magie, tout à coup, on va mettre du poivre dans une glace ou du basilic, ça fonctionne, ou de la cannelle dans, je sais pas, dans de la viande et ça fonctionne. Pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible à partir du moment que les goûts de chacun et les limites de chacun sont respectés. Voilà, ça c'est aussi des métaphores que j'utilise souvent lors de mes consultations. Et autre chose que j'ai, alors ça j'ai plus de peine à le vendre, mais je continue, je persévère parce que je vois sur Facebook, et sur d'autres réseaux que d'autres prônent la même philosophie, c'est-à-dire les rendez-vous coquins. Donc, qu'est-ce que j'entends par rendez-vous coquin? C'est que y a aussi encore une grande croyance que si on s'aime, voilà, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, on se saute dessus et puis tout va tout seul et c'est merveilleux. Et non, en fait, non. Ça fonctionne au tout début, hein, c'est clair qu'on a tout le temps envie au début parce que voilà, il y a des hormones qui sont à fond, mais après 2 ans et demi, on ne saute plus dessus comme avant et c'est normal et il n'y a rien de négatif par rapport au couple. Hein.
parce qu'après 2 ans et demi, cette hormone diminue énormément, mais si tout va bien, on a construit autre chose, et c'est sur ce autre chose qu'on va faire progresser la relation, l'intensifier, l'approfondir et la rendre plus belle. Mais donc ceux qui viennent me consulter me disent oui, mais enfin il faut que ce soit spontané, sinon à quoi bon, patati pataka. Je dis écoutez, continuez à ne pas être spontané, hein, c'est-à-dire à rien faire, puisque peut-être votre compagnon, votre compagne est fatigué quand vous êtes ok, et vice versa, que les enfants sont peut-être pas en pleine forme quand tout à coup vous êtes les deux disposés, etc. Et que le travail est patati et pataquès. Donc pourquoi pas, mais je vous assure que vous trouverez ça très romantique quand vous devrez prendre rendez-vous avec votre amant parce que votre partenaire ne fera plus, ou votre maîtresse, hein, parce que votre partenaire fera plus rien. Donc, quand on prend un amant ou une maîtresse, prendre rendez-vous, c'est pas gênant, c'est très excitant, on se prépare et tout, on fantasme sur le moment, on se chauffe. Là, c'est super romantique. Quand c'est notre partenaire au quotidien, là, ça devient glauque, ça devient beauf, non, c'est pas l'amour. Eh ben si, c'est l'amour, ça s'entretient, ça se travaille, ça se prépare, on se réjouit, on se taquine, on se donne envie et après, on fait ce qu'on fait comme on peut. Et souvent, c'est bien autre chose que ce qu'on avait projeté. Et alors, au moins, ça a eu lieu. Au moins, ça crée des moments différents, des moments magiques et consacrés au couple et au plaisir. Voilà, ça, c'est mon petit coup de gueule. Faites-vous des rendez-vous coquins. Voilà. Et pour conclure ce podcast qui est un peu varié, j'espère que tu auras appris un petit peu à me connaître et à découvrir mes priorités et mes croyances. Je voulais te parler aussi de mes projets. Donc, lors de la formation qu'on avait créée avec Rodolphe Soulignac et Carla Garcia, pour Relance narrative, on avait fait cette formation et j'avais créé pour l'occasion, pour aider les thérapeutes à faire parler les couples, un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes consiste en créer un scénario pour permettre aux couples de parler de fantasmes et d'envie ou de choses possibles, ouvrir le champ des possibles tout en tenant compte de la zone interdite, c'est-à-dire que la personne va enlever les cartes de zone interdite, etc. Donc j'ai fait tout un règlement, je les ai testés sur des couples qui avaient un petit peu de peine à me rendre le jeu et qui m'ont dit ouais, tu ferais bien d'éditer ce jeu de cartes quand même, c'est pas mal, c'est assez sympa et tout, c'est amusant, patati patacasse. Moi, au début, je dis, ouais, non, ça, c'est un outil thérapeutique, voyons, non. Et puis, quand j'ai vu vraiment que ça les amusait fortement et que ça stimulait bien leur libido, je me suis dit, oui, pourquoi pas faire ce jeu de cartes. Comme ce jeu de cartes a un nombre incalculable de cartes, c'est-à-dire, j'ai commencé à la 256, mais je pourrais en faire encore plus. Point de vue financier, pour les éditer, c'est un peu cher. Donc, mon fils m'a proposé de faire une application. Donc, mon projet, c'est de faire ce jeu sur application. Il s'appellera Sexo Scénario et il permettra au couple, justement, tout en respectant la zone interdite, les zones interdites de l'autre, de créer des scénarios en ouvrant le champ des possibles et en passant par la pratique, parce que moi je suis très 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 croyante en la pratique. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Voilà, tous les fantasmes, tous les textos qui chauffent, bla bla bla, toutes les choses virtuelles, c'est merveilleux, mais n'oubliez pas la pratique, parce que c'est ça qui rapproche et qui crée des liens et qui vous fera d'excellents souvenirs. J'espère que ce podcast t'a donné autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire et que tu as appris un petit peu à me connaître, à connaître mes théories, ma façon de penser et que ça t'a donné plein d'idées de nouvelles recettes.
Pour le prochain podcast, j'ai l'intention de faire le thème de coït ou pas coït. C'était le thème d'un de mes apéros sexo réels et je me réjouis de te retrouver à cette occasion. Je t'embrasse et passe une belle soirée ou une belle journée suivant quand tu m'écoutes. Ciao, ciao!